It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'une actrice assez problématique ou pas, nous allons voir ça ensemble. Il s'agit de Katherine Heigl. Alors Katherine Heigl est une actrice donc, mais également productrice américaine et elle est née le 24 novembre 1978 à Washington. Elle est la cadette d'une fratrie de 5 enfants et très tôt une tragédie va avoir lieu au sein de sa famille. En 1986, l'un de ses frères, Jason, meurt dans un accident de voiture. Elle est élevée selon la tradition mormone et c'est à l'âge de 9 ans que sa tante va envoyer des photos de sa nièce à une agence et elle va être engagée en tant que mannequin pour des magazines type La Redoute. On va aussi la voir dans quelques spots publicitaires et c'est en 92 qu'elle débarque au cinéma dans le film That Night aux côtés d'Eliza Dushku, mais c'est 2 ans plus tard en 1994 qu'elle va commencer à flirter avec le succès pour le remake du film Mon père ce héros avec Gérard Depardieu. Donc là elle va se faire remarquer et elle va même être nommée aux Young Artist Awards dans la catégorie meilleure interprétation par une jeune actrice. Cette année-là elle débute aussi une relation avec l'acteur Joseph Lawrence et donc là sa vie va se diviser en 3 catégories si je puis dire. Elle va continuer le mannequinat, elle fera même des couvertures de magazines pour jeunes type 17. En même temps elle poursuit sa carrière d'actrice et elle poursuit aussi ses études. Et en 1997, lorsqu'elle termine ses études, ses parents divorcent et du coup elle part vivre à Los Angeles avec sa mère. Cette dernière devient son agent pour le meilleur et pour le pire. On reviendra là-dessus plus tard. En 99, elle se sépare de Joseph Lawrence et elle entame une relation avec l'acteur Jason Behr qu'elle rencontre sur le tournage d'une toute nouvelle série dont elle vient de décrocher l'un des rôles vedettes. J'ai nommé Roswell. Oh Roswell! J'ai tellement aimé cette série. Quand elle s'est finie au bout de 3 saisons, j'étais en PLS, limite il fallait pas commander mon cercueil tellement que j'étais dégoûtée. Je kiffais trop cette série. Et justement, leur relation à Katherine Heigl et Jason Behr va être tenue secrète tout en sachant qu'ils se sont fiancés même en 2001 parce que en fait dans la série, elle joue le rôle de sa sœur. Donc ils voulaient pas que ça perturbe les jeunes téléspectateurs, donc leur relation était tenue secrète. Entre temps elle va tourner dans des films pour jeunes tels 100 Girls, Mortel Saint-Valentin avec David Boreanaz et donc comme je vous dis en 2002 la série Roswell n'est pas reconduite pour une 4e saison donc elle s'arrête, tout comme sa relation avec Jason Behr. Donc ils sont restés ensemble 3 ans et ils ont été fiancés 1 an. Toutefois elle poursuit sa carrière, donc on va la retrouver avec un autre acteur de série, Kerr Smith, puis voilà, on va la retrouver dans d'autres films pas très concluant quoi, rien de fou. En juin 2005 elle se met en couple avec l'auteur compositeur interprète George Cayley. Donc ils se rencontrent sur le tournage d'un clip dans lequel elle apparaît qui s'appelle Only You et c'est aussi cette année là qu'elle décroche le rôle d'Izzy Stevens dans la série Grey's Anatomy. Bon, le succès va être immédiat bien sûr. Elle va même être nominée 2 fois aux Golden Globes et elle va remporter un Emmy Awards dans la catégorie meilleure actrice de série télé pour un rôle dramatique en 2007. Et cette même année, elle se marie avec Josh Kelly le 23 décembre. Parallèlement à la série, Hollywood lui fait les yeux doux, donc elle va enchaîner les rôles, dont En cloque mode d'emploi, aux côtés de Seth Rogen, qui va d'ailleurs lui valoir aussi des nominations. Tout va super bien pour Katherine, mais sur le tournage d'En cloque mode d'emploi, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Elle va critiquer le film. Seth Rogen dit que lui, alors carrément, je pensais vraiment qu'elle nous haïssait, elle ne semblait ne pas vivre une bonne expérience en tournant ce film. Et c'est que en 2016 que Seth Rogen balance ce qu'il pense d'elle, quoi, que voilà, elle avait pas l'impression
l'impression de vouloir tourner ce film. Mais par contre, il précise: je n'ai jamais voulu de mal à la carrière de Catherine. Moi aussi, j'ai dit des bêtises sur elle alors que je l'aime bien, vraiment. Les seules personnes concernées par ses propos étaient Judd Apatow et moi-même. Ceux qui disent qu'ils ne veulent plus travailler avec elle à cause de ça sont vraiment dingues. Donc voilà, malgré tout, il dit que c'est leurs expériences à eux, mais que c'est pas une raison pour qu'on ne veuille plus lui donner du travail. Et suite à ça, donc, elle va répondre par médias interposés aux propos de Cess en disant: face à tout cela, je ne ressens plus rien maintenant, mais j'ai de l'amour et du respect pour Cess. C'était il y a longtemps, aujourd'hui je lui souhaite le meilleur. Pour elle, en fait, elle a eu du mal à jouer le rôle d'une fille sans intérêt. Elle a dit que le film dépeignait les femmes comme de ridicules musaraignes sans humour et coincées, et les hommes comme de grands naïfs maladroits et adorables. J'ai eu du mal avec ce rôle car je joue juste une gonzesse rabat-joie et sans intérêt. Est-ce réellement utile de donner une telle image de la femme aujourd'hui? Voilà, donc tout ce qu'elle avait balancé à l'époque, mais quelques années plus tard, elle s'expliquera toujours au One Stern Show en disant: Judd Apatow est un réalisateur qui permet à chacun d'être très libre sur le tournage et d'improviser beaucoup. Après la sortie du film, je me suis dit à moi-même que je ne comprenais pas pourquoi j'avais tant tenu à jouer ce personnage de cette façon. J'ai vraiment fait passer mon personnage pour une nana sans intérêt et complètement cruche. Donc voilà, mea culpa, c'est elle qui l'a mal joué quoi, mais bon, ça a quand même fait réagir Judd Apatow, le réal. Catherine Hegel n'arrêtait pas d'improviser ses propres répliques pendant le tournage et c'est pour ça qu'elle apparaît comme une biatch et une emmerdeuse. Son rôle n'était pas écrit comme ça, c'est elle qui va donner ce ton. Ça va la blacklister de la sphère d'influence de Judd Apatow. Apparemment, il y a même eu une suite en Clock Mode d'emploi, mais ça s'est fait sans elle. Mais bon, je vous dis, on va revenir là-dessus après. En attendant, elle continue à flirter avec les étoiles. Elle est élue la blonde la plus sexy d'Hollywood, parmi les femmes les plus sexy du monde. Elle va même en profiter d'ailleurs pour tourner plein de comédies romantiques. C'est la jolie blonde que tout le monde adore. Donc on va la voir dans 27 robes, qui va d'ailleurs être désignée meilleur film comique. Et elle va être récompensée par l'award de la meilleure actrice dans une série télé. Ça continue en parallèle pour Grey's Anatomy. Et là, encore un pet de lapin. En 2008, elle est à nouveau nominée aux Emmy Awards pour son rôle d'Izzy dans Grey's Anatomy. Et elle va refuser sa nomination. Motif: je ne pense pas que les intrigues qu'on m'a données cette saison justifient une nomination aux Emmy Awards et afin d'en conserver l'intégrité, j'ai retiré mon nom de la compétition. De plus, je ne voulais pas risquer de priver une actrice à qui on avait donné des scénarios de qualité d'être récompensée. Et à cela, elle a ajouté qu'elle n'aimait pas son rôle dans la série. Et là, vous vous doutez bien que la créatrice de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, elle a pété un plomb. C'est devenu la guerre entre elles. Les autres auteurs de la série, les scénaristes, tout ça, voilà, c'était le truc qu'il fallait pas dire quoi. Donc on a l'un des scénaristes qui a même confié: la série s'est pliée en 4 pour s'adapter au rythme auquel elle tournait ses films et maintenant elle nous critique à cause du manque de texte. C'est une claque injuste qu'elle met en pleine figure des auteurs qui sont les premiers responsables de son Emmy de 2007. Oui, en gros, t'as craché dans la soupe quoi, donc qu'est-ce qui t'arrive? Bon, elle continue quand même à surfer sur la vague du succès. En 2009, elle va jouer dans L'Abominable Vérité qu'elle produit également aux côtés de Gerard Butler, qui va être un franc succès quand même, 205 millions de dollars de recettes pour seulement un budget de 38 millions à la base. Oui, c'est un succès. Et la même année, le 9 septembre, elle adopte une petite fille du nom de Nancy Leigh qu'elle a adoptée en Corée du Sud. Alors bon, à part cracher un peu dans la soupe comme je vous dis, elle fait quand même des choses bien, Catherine. Elle a quand même un côté philanthrope, notamment par rapport au décès de son frère. Il y a des causes qui lui tiennent à cœur, notamment le don d'organes. Rapidement, après le début du tournage de Grey's Anatomy, elle va s'investir publiquement pour le don d'organes auprès d'une association qui s'appelle Donate Life America. Mais elle s'investit également pour la cause animale, également pour d'autres programmes afin de trouver des foyers pour les animaux abandonnés ou ceux qu'on a sauvés des combats de chiens. Donc voilà, elle apporte un soutien financier et également pour la recherche pour le cancer du sein. En 2010, elle va encore ouvrir sa bouche, elle va dénoncer les conditions de travail sur le plateau de Grey's Anatomy. Elle dit que c'est pénible, que c'est même problématique. Elle va s'en prendre plein la gueule à ce moment-là. Ça va encore plus mettre de l'huile sur le feu avec Shonda Rhimes. Et d'ailleurs, c'est la même année qu'elle quitte
Grey's Anatomy, mais elle précise que c'est uniquement pour des raisons personnelles. C'est parce que voilà, maintenant elle a adopté une petite fille, elle veut s'en occuper, elle veut profiter de son bébé, donc elle n'arrive plus à jongler avec les deux parce qu'il y a trop d'heures de travail. Et elle dit: je suis partie en congé parental et j'ai réalisé qu'être devenue mère a complètement changé mon point de vue. C'était vraiment le tournant. Et quand les gens demandent mais pourquoi elle n'a pas eu droit à un épisode final quand même dans Grey's Anatomy, alors on a la showrunneuse Krista Vernoff qui dit qu'en fait ils avaient prévu de la faire revenir pour un épisode histoire d'achever l'histoire avec le personnage Alex, donc entre Alex et Izzy, et elle-même d'ailleurs elle avait écrit l'épisode qu'elle jugeait magnifique. Tout était prêt et là elle dit qu'elle sait pas en fait ce qui s'est passé dans la vie de Catherine à ce moment-là, mais toujours est-il que la veille du tournage, ils ont reçu un coup de fil pour dire qu'elle ne viendrait pas et qu'elle ne tournerait plus. Alors là, c'est controversé. Il y a des proches de l'actrice qui disent que non, pas du tout. En fait, elle a attendu que la prod l'appelle pour justement lui demander de venir tourner ce fameux épisode et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, là-dessus on sait pas. Mais bon, quand même, ce départ a interloqué tout le monde. Mais ça a quand même mis des années avant qu'on en sache un peu plus. Et 8 ans plus tard, Catherine va être invitée au Howard Stern Show et elle va donc un peu plus nous en apprendre sur ce départ de Grey's Anatomy. Et elle revient justement sur l'épisode de 2008 où elle a refusé sa nomination au Emmy. Alors je cite: je n'aimais pas trop le travail que j'avais fait durant cette saison. En tant qu'acteur, si tu veux être nominé au Emmy, tu dois proposer ton travail. Cette année-là, j'ai dit: je ne soumettrai pas ce que j'ai tourné, je n'y trouve rien qui me rende fière. Je me suis dit que comme j'avais gagné l'année précédente, il me fallait absolument montrer des scènes dramatiques et très émotionnelles et j'en avais pas durant cette saison. Et par rapport à ce qui s'est passé avec Shonda Rhimes, elle dit: j'étais vraiment gênée, donc je suis allée voir Shonda et je lui ai dit: je suis vraiment désolée, ce n'était pas cool, je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais rien dû dire de public, mais à cette époque je ne pensais pas que les gens allaient y prêter attention, mais qu'elle était super fière d'avoir gagné l'année d'avant. Elle dit même que son trophée elle le regarde chaque matin quand elle se lève et elle se dit: waouh, c'est arrivé. Après cette polémique de 2008, elle a, comme je vous dis, plus après d'autres choses sur les tournages, elle a quand même été mal vue et elle dit justement qu'elle a vécu un vrai cauchemar. Elle a été étiquetée par la presse comme étant une actrice très difficile et elle de son côté elle dit que non, en fait oui, elle savait qu'on lui avait collé cette étiquette, mais que justement elle osait même plus parler en fait sur les tournages avec les équipes, elle osait plus rien dire, elle osait plus se plaindre et elle dit même que lors du tournage d'un petit film indépendant, elle a préféré porter des chaussures trop petites plutôt que d'embêter la costumière. On va revenir encore là-dessus plus tard parce que les langues vont se délier. Elle va enchaîner dans des comédies romantiques. On va la retrouver aux côtés d'Ashton Kutcher dans Kiss and Kill, donc ça c'est en 2010, et également dans Bébé mode d'emploi aux côtés de Josh Duhamel, dont elle est également productrice exécutive sur ce film-là. Donc ça va pas trop mal marcher par rapport à Kiss and Kill qui était un bide. Elle continue en parallèle son investissement pour la cause animale et aussi pour la recherche contre le cancer. Et en 2011, on la retrouve dans le film Happy New Year qui avait un casting assez impressionnant et qui pour autant a été un vrai bide. Et honnêtement je comprends parce que moi ce film là je m'étais dit waouh, c'est un Love Actually et tout, j'ai pas été très emballée sincèrement. Et en plus, anecdote, à la base en fait le rôle était pour Halle Berry, mais il y avait un problème d'emploi du temps. Du coup Catherine Hegel a récupéré le rôle d'Halle Berry et ils ont du coup fait un plus petit rôle pour Halle Berry qui a finalement pu se dégager un peu de temps pour tourner dedans. Alors là en 2012, Catherine souhaite revenir dans Grey's Anatomy. Pourquoi ? En fait ses collègues lui manquent. Elle dit: de temps en temps je regrette d'être partie, ça manque aux autres, ça me manque à moi, mes amis me manquent, c'était une super équipe et on s'entendait tous super bien au point que c'est devenu une famille. J'ai passé 6 ans avec ces gens, en les voyant tous les jours, on a grandi ensemble. Donc elle en a même fait part dans les médias de son désir de revenir dans Grey's Anatomy, sauf que Shonda Rhimes non, niette de chez niette. Elle a même dit: c'est chouette qu'elle apprécie la série, mais on suit une ligne qu'on s'est définie et ça ne nous intéresse pas de la faire bifurquer pour le moment. C'est une façon gentillette de dire on veut pas de toi. La même année, elle adopte une seconde petite fille, Adelaide Marie Hope, et elle produit et joue également dans le film Recherche Bad Boys désespérément, qui va être un bide, un gros bide, hélas. Elle va être nominée aux Razzie Awards, ces fameux
fameux Awards de la honte. Et elle enchaîne avec un autre flop l'année suivante dans Un grand mariage. Alors là, ça a été le flop de trop. Hollywood lui tourne le dos. Maintenant, elle est associée à l'échec, à la peste. Mais surtout parce que voilà, elle s'est fait une très mauvaise réputation, comme je disais tout à l'heure, hein, d'être très difficile sur les tournages. Sur le tournage de 27 robes, il y a un témoin qui était sur le tournage, en fait, qui travaillait sur le tournage, qui dit, je cite, « Elle a refusé de tourner jusqu'à ce que son assistante lui apporte un Coca zéro. Elle refusait aussi de manger à côté de qui que ce soit et une fois les caméras coupées, elle ne parlait plus à personne. » Quelqu'un d'autre poursuit en disant « J'ai tourné avec elle pendant au moins 10 heures sur 2 jours et elle ne m'a jamais dit bonjour. Elle n'a même jamais regardé dans ma direction alors que j'ai bien essayé d'entamer une conversation avec elle. » Et encore quelqu'un d'autre sur un autre tournage. Donc cette personne-là dit qu'elle était irrespectueuse, capricieuse, elle ne s'est pas présentée à un rendez-vous fixé, elle a réclamé un jet privé pour son transport ainsi qu'une sécurité renforcée, etc., etc. Beaucoup de directeurs avec lesquels elle a collaboré dans le passé ne veulent plus à présent travailler avec elle. Et l'autre gros point noir qui gave tout le monde, c'est sa mère. Nancy, rappelez-vous, comme je vous ai dit, elle est devenue donc sa manager. Ils disent qu'en fait, elle a tendance à chercher la petite bête, ce qui complique énormément les démarches. Quand il est question de soit de signer des contrats, soit d'aborder un tournage. Et donc encore une autre personne qui dit « Je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un comme Nancy Hegel. Ce ne sont qu'insultes et grossièretés de sa part. Elle trouve le service épouvantable, se plaint de la nourriture, etc., etc. » Toutefois, il précise que même sans sa mère, Catherine est à elle toute seule déjà insupportable. À cause de toutes ces exigences, elle fait perdre du temps aux équipes sur les tournages. Il y a encore quelqu'un d'autre sur le tournage de Bébé mode d'emploi qui balance. Elle pouvait vous coûter une journée de tournage. À cause de problèmes de garde-robe, elle ne voulait pas sortir de sa caravane. Elle remettait le script en question tout le temps. Même lui faire signer son contrat a été difficile. Donc entre retard sur les plateaux, contestation de script, divergence sur les tenues vestimentaires, etc., le duo mère-fille s'est fait la réputation de véritable peste à Hollywood et ça a valu à Catherine de décrocher la première place du classement des 10 personnalités américaines les plus insupportables du showbiz. Voilà, et c'est pas fini. Sur le tournage du film New Year's Eve avec Sofia Vergara, apparemment elle était tellement insupportable pendant le tournage que Sofia a pété les plombs et lui a dit ses 4 vérités, insistant sur le fait qu'elle devrait passer moins de temps à se plaindre qu'il fait froid ou qu'elle attend trop longtemps debout et plus de temps à remercier le ciel d'être là. Et alors là, dans la foulée, il y en a une qui va également revenir en mettre une tartine, Shonda Rhimes. Ah, c'est en 2014. On va l'interroger, on va revenir un petit peu sur tout ça et bah il va pas être le dos de la cuillère, hein. Elle dit c'était pas pour rien que j'ai lancé une série Scandale au sujet d'une experte en gestion de crise. J'ai appris beaucoup de choses. Ici, il n'y a pas de place pour les chieuses. Il n'y a pas de place pour les Catherine Hegel. Je ne supporte plus les conneries ou les gens irrespectueux et méchants. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà, c'était voulais le dire encore. Si on n'avait pas compris avant qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre elles, bon voilà, carrément craché la Valda. It took some stomaching and having to just go, okay, there's nothing I can do about this except to sort of prove it wrong. You know, and the only way for me to prove it wrong is for people to have a work experience with me that doesn't speak to that at all. It sucks. I am sorry that she feels that way, and I wish her nothing but greatness, and I have nothing negative to say about Shonda. I'm a big fan of her work. I watch Scandal every week, so I'm sorry she's left with such a crappy impression of me. I wish I could do something to change that. Maybe I will be able to someday. Voilà, comme je vous l'ai dit, à cause de toute cette mauvaise pub, à cause de ce comportement et des bides qu'elle a enchaîné, sa carrière a grandement battu de l'aile. Et à ce propos, Catherine elle-même déclare « Ma meilleure amie depuis des années, ma carrière, c'est-à-dire, m'a soudainement tourné le dos et je ne m'attendais pas à ça. J'ai été à la fois très surprise et très en colère qu'elle me trahisse. Pendant un moment, j'ai pensé que je pourrais ouvrir une mercerie
retirer tout l'argent de mon compte en banque et vivre de cela loin de tout. Tout était devenu très compliqué alors que ce que je recherchais, c'était la simplicité. En 2014, on la retrouve dans Jackie and Ryan, puis dans la série State of Affairs, et ça avait même fait grincer des dents la prod de l'embaucher, donc à cause de toute sa mauvaise réputation. Je cite, ils estimaient qu'elle était parfaite pour le rôle, mais qu'étant donné sa mauvaise réputation, il était trop risqué de la prendre. Mais le président de la NBC, Robert Greenblatt, en a décidé autrement et a exigé l'actrice. Bon, malheureusement, la série a pas tenu le coup, elle a fait que 13 épisodes, faute d'audience, et bon, les gens ont pas kiffé. Donc, elle s'est tournée vers le doublage, donc elle a prêté sa voix pour le film d'animation Opération Casse-Noisette, qui là a été un franc succès, et on a pu la retrouver dans une romance en 2015 qui s'appelle Dangerous Housewife, et également dans une comédie qui s'appelle Marions-nous. Malheureusement, ces deux films-là n'ont pas eu un très franc succès, et il y a encore eu des problèmes sur le tournage de Marions-nous. Elle s'est fait détester une fois de plus. Alors apparemment, lorsqu'on lui apportait son café, elle demandait qu'il y ait un substitut de sucre et de la crème sans gras. Et l'équipe, tellement qu'ils en avaient marre d'elle, rien que pour la faire chier, ils lui ajoutaient du vrai sucre et la crème la plus grasse qu'ils pouvaient trouver. Catherine était extrêmement désagréable auprès de toute l'équipe et des assistants à la production, sans jamais de s'il vous plaît ou merci, sans compter que tous ceux qui croisent le regard de Catherine ou l'appellent par son prénom ont droit à une crise de nerfs. Bon, voilà, ça continue. Le 23 juin 2016, Catherine Hegel annonce sur les réseaux sociaux qu'elle est enceinte, donc pour la première fois, de son troisième enfant et que la naissance est prévue pour janvier 2017, mais le 20 décembre 2016, elle donne naissance à un petit garçon prénommé Joshua Bishop Kelly, et aujourd'hui l'actrice déclare qu'elle aimerait qu'on l'apprécie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un être humain qui mérite gentillesse et respect. Donc là on en arrive encore, vous me direz, au moment du mea culpa où elle dit qu'effectivement elle a fait des erreurs. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est à cette époque-là, c'est pas en 2022. Donc à ce moment-là, elle est en pleine promo pour States of Affairs et on lui demande justement ton mauvais caractère, t'as quelque chose à dire, un commentaire? Alors elle dit, rien ne m'embarrasse davantage que la confrontation ou le fait de blesser quelqu'un et je ne le ferai jamais volontairement. Bien sûr, comme tout être humain, j'ai fait des erreurs, il m'est arrivé de parler ou de me comporter de manière nonchalante sans m'en rendre compte, mais j'ai toujours essayé de transformer le mal en bien. Cela ne veut pas dire non plus que je ne fixe pas de limites et ne demande pas à être traitée avec gentillesse et respect. J'ai entendu effectivement ces rumeurs de diva capricieuse, mais je ne suis en rien difficile. Non, je ne suis pas une diva, je sais que je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un d'impoli ou insolent, je ne suis pas quelqu'un de méchant, jamais je ne ferai en sorte de blesser volontairement quelqu'un ou de mettre une personne mal à l'aise. Jamais je ne ferai en sorte volontairement de ne pas me montrer professionnelle, j'adore mon boulot. Mais elle rappelle quand même que malgré tout ce qu'on a pu lui reprocher, elle a toujours dit ce qu'elle pensait. Et elle enfonce le clou en disant qu'elle est fidèle quand même à ses convictions, qu'à ses yeux la liberté d'expression est très importante. Bon, elle a quand même retenu des choses de ses erreurs, notamment le fait, tout ce qu'elle avait pu dire parfois quand elle descendait ses propres films. Elle dit qu'en effet elle a compris qu'il y avait d'autres façons plus élégantes de dire les choses. En 2017, elle tente une nouvelle série, Doubt, affaire douteuse. Malheureusement, encore un bide, ça va très vite être annulé. Et on la retrouve au cinéma avec Rosario Dawson dans le film Rival. Encore un bide. Du coup, elle enchaîne pour le deuxième volet du film d'animation Opération Casse-Noisette. Et elle a remplacé Meghan Markle dans la série Suits. Je sais jamais comment on prononce. Malheureusement, la série se termine l'année d'après, en 2019, après 9 ans de bons et loyaux services. Donc ça se termine en été 2019, 2 mois plus tard. Et là, depuis 2021 jusqu'à maintenant, là, ça recommence à parler sur Grey's Anatomy. Alors donc pour rappel, elle avait dénoncé les conditions de travail sur le tournage. Donc elle dit par exemple, notre premier jour de retour était le mercredi. C'était, et je vais continuer à le dire parce que j'espère que cela les embarrasse, une journée de 17 heures, ce que je pense être cruel et méchant. Donc ça c'est ce qu'elle avait dit à l'époque. Donc elle s'était mangé des foudres, mais au moins
le fait qu'elle ait ouvert sa bouche, ça a permis d'ouvrir les yeux et les conditions de travail sur la série ont été un peu plus souples et allégées. Donc elle a tenu à féliciter l'effort et selon elle, c'est pas parce qu'elle était difficile ou quoi que ce soit, c'est quand ces films ont commencé à rapporter moins d'argent qu'ils lui ont tapé dessus. Donc quand je dis ils, c'est les gens du showbiz. Et elle dit justement que tout ça, elle l'a très très mal vécu. Donc en fait, elle nous dévoile que elle a eu des soucis de santé mentale à cette époque-là, donc vers les années 2008-2010. Et du coup, elle est allée demander de l'aide et elle a commencé à pratiquer la méditation. Elle s'est fait aider par un professionnel pour surmonter son anxiété. Je me suis fait botter le cul publiquement et pendant de nombreuses années après pour avoir pris la parole. J'ai laissé cette fessée publique me faire taire. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à l'agitation de ma carrière et je me suis retirée dans les bois de l'Utah. J'ai passé pas mal de temps à lutter avec la confiance en moi et l'estime de moi. Je me suis laissé convaincre que j'avais tort, vraiment tort. Ce discours m'a fait paraître ingrate ou capricieuse ou comme si je mordais la main de celui qui m'avait nourrie. Avec l'âge, cette sagesse est de savoir non seulement qui vous êtes vraiment, mais aussi ce que vous voulez et ne supportez pas. Alors je prends la parole aujourd'hui et je dis sans hésitation ni regret, les journées de travail de 14, 16, 17, 18 heures, ce n'est pas bien, ce n'est pas sain, on ne doit plus tolérer ces horaires. Elle n'en démord pas sur ses conditions de travail, ça lui tient vraiment à cœur. Et là, ça peut peut-être en faire rigoler certains. Une qui a fini par lui donner raison là, en 2022, c'est Ellen Pompeo, donc sa partenaire dans Grey's Anatomy, qui lors d'un podcast, donc 12 ans plus tard, dit qu'effectivement ils avaient des horaires de fou et que Catherine avait raison à 100%. Si elle avait dit ça aujourd'hui, elle serait une héroïne, mais elle était en avance sur son temps. Elle a dit des choses à propos de nos horaires, mais elle a été critiquée et qualifiée d'ingrate, alors que la vérité est qu'elle était honnête à 100% et ce qu'elle a dit était parfaitement vrai. Elle a eu le courage de le dire et d'ailleurs ça a été confirmé avec le départ de la série de Patrick Dempsey, qui s'est également plaint des conditions de travail sur la série, sauf qu'à ce moment-là Ellen Pompeo disait ouais mais non, te rends pas compte, tu peux pas partir, tout ça. Enfin bref, Ellen Pompeo elle a un petit peu la réputation d'être comment dire, elle va là où le vent souffle. Vous voyez, c'est quand c'est bien d'aller par là, elle y va, quand c'est mieux d'aller par là, elle y va. Donc voilà, moi en tout cas c'est ce que j'ai vu dans les quelques interviews que j'ai vues. Elle peut retourner sa veste quand c'est plus arrangeant pour elle. Et pour terminer donc sur le parcours professionnelle en tout cas de Catherine Heigl. Depuis 2021, elle est de retour sur Netflix dans une série qui s'appelle Toujours là pour toi et on va avoir prochainement la saison 2 qui normalement devrait démarrer le 2 décembre et se poursuivre sur 2023. Je crois qu'elle est aussi productrice sur cette série, il me semble. Voilà. Alors, gros dossier, mine de rien. J'ai tenu vraiment à citer tous ces extraits que j'ai lus parce que voilà, je trouvais qu'elle s'exprimait assez bien. Elle m'a l'air d'être assez butée comme fille, elle a l'air d'être vraiment la tête dure quoi, elle a une idée, elle en démord pas et c'est pour ça que je ne sais pas trop quoi penser de cette femme. Moi perso je l'aime beaucoup en tant qu'actrice. Est-ce qu'elle est profondément pénible sur les tournages ou est-ce que c'était l'anxiété qui parlait? Est-ce que c'est une grosse stressée de la vie, une angoissée? On peut être angoissée gentille vous me direz, mais je sais pas, en tous les cas il est sûr que par rapport aux horaires de travail je suis complètement d'accord avec elle et je suis quand même d'accord sur ce que dit Ellen Pompeo sur le fait que si elle avait dit ça effectivement maintenant, alors que ça balance à tout va, ouais, tout le monde l'aurait applaudi, mais en 2010 c'est vrai que, enfin je sais pas si vous avez remarqué mais les conditions de tournage c'est là depuis pas longtemps qu'on apprend plein de choses. On a plein qui balancent, ça balance sur le tournage de Buffy, ça balance sur le tournage des frères Scott, ça balance sur le tournage de plein de choses en fait, mais c'est vrai qu'il y a encore une dizaine d'années on en parlait beaucoup moins. Donc effectivement là-dessus elle avait peut-être pas tort quoi. Et franchement très sincèrement le fait qu'elle ait refusé son Emmy la nomination pour l'Emmy en 2008, je peux comprendre pourquoi ça a froissé les showrunners, mais je comprends également elle. Voilà, c'était peut-être effectivement dit de manière maladroite. Je pense qu'elle a pas filtré, elle a pas réfléchi, elle s'est sortie comme elle le pensait vraiment quoi, mais elle a pas pensé que peut-être derrière ça allait être mal interprété. Enfin après elle s'en est rendu compte vu qu'elle est allée s'excuser auprès de Shonda Rhimes, mais je comprends parfaitement, elle l'avait déjà gagné, donc si elle estime que l'année d'après son travail sur la série était bof, si elle estime qu'elle a pas été au top de son jeu et qu'on peut-être voilà justement lui a pas donné assez matière
A, bah moi je peux comprendre en tous les cas qu'elle ait choisi de se retirer et justement de laisser la chance à quelqu'un d'autre. Je trouve ça même assez noble d'avoir en tout cas cet esprit-là. Voilà, là-dessus, moi je la reçois 5 sur 5. Mais voilà, c'était évident que les autres allaient pas bien le prendre du tout. Je pense pas que ce soit une mauvaise personne, foncièrement. Je pense par contre qu'à une époque, le succès a pu lui monter à la tête et qu'elle a pu être une peste. Maintenant, peut-être qu'en vieillissant, voilà, elle a mis de l'eau dans son vin. Je vous laisse penser ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.